Comme toujours, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Au Burkina Faso, le capitaine Traoré a été désigné nouveau chef de l'État et chef suprême des armées nationales. C'est à l'issue du coup d'État contre son prédécesseur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration va assurer ses nouvelles fonctions en attendant la désignation d'un président de la transition à l'issue des assises nationales. Quelle stratégie des autorités burkinabées de transition pour faire face efficacement à la lutte contre le terrorisme? Quelle posture de l'Union africaine et des partenaires internationaux pour accompagner cette transition au Burkina? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler d'une autre transition, mais cette fois-ci au Tchad, où les conclusions du dialogue national dit inclusif et souverain sont connues. On peut citer parmi ces conclusions la prolongation de la durée de la transition à 24 mois au maximum et la possibilité aujourd'hui pour le général Mahamat Idriss Déby de se présenter à un poste électif à l'issue de cette transition. Quelles conséquences aujourd'hui des conclusions issues de ce dialogue national inclusif au Tchad? Comment aujourd'hui mieux accompagner la transition au Tchad pour aller vers l'organisation d'élections transparentes? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau pour en parler avec nos invités, Mame Gor Ngom, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Daouda, merci de m'avoir invité. Merci également à votre co-débatteur, Dr Ibrahima Hamadou Niang. Vous êtes docteur en sciences politiques. Merci également d'être là avec nous. Merci Daouda pour l'invitation. Et Mame Gor, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba avait renversé, autant pour moi, Roch-Marc Christian Kaboré, qui avait été élu démocratiquement pour un second mandat. Aujourd'hui, lui également a subi le même sort, renversé par le capitaine Traoré, ce juste après 8 mois de transition. Déjà, quel regard portez-vous sur la situation actuelle aujourd'hui au Burkina? C'est une situation assez confuse, mais on voyait quand même venir. Parce que, comme on le dit, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Vous savez, ce qui avait concouru à la chute de l'ex-président, c'était la situation sécuritaire d'abord. Les Burkinabés portaient beaucoup d'espoir sur les gouvernants après la chute de Blaise Compaoré, avec tout ce qui s'est passé. Mais on s'est rendu compte que l'aspect sécuritaire, surtout, posait problème. Le Burkina Faso est devenu même un État failli. Il y a la rébellion qui est là-bas, il y a les djihadistes, comme on les surnomme. Avec une bonne partie du territoire contrôlé aujourd'hui par ces groupes terroristes-là. Avec une bonne partie du territoire qui est contrôlée, mais surtout avec des morts. Ils sèment la désolation partout, ce qui est encore beaucoup plus grave quand l'armée subit les assauts des terroristes, souvent sans défense, sans moyens. C'est ce qui a poussé les Burkinabés à descendre dans les rues, à réclamer on a plus de constaté justice. que durant ces 8 mois également, l'armée a perdu beaucoup de soldats à la suite aujourd'hui des attaques de groupes terroristes et également des volontaires aussi. Beaucoup de volontaires civils aussi sont morts à l'issue aujourd'hui. Les volontaires pour la sécurité, beaucoup également sont morts à l'issue de ces attaques-là. C'est ce qui avait poussé les gens à se rebeller et pour chasser le président. C'est ce qui a fait que Damiba Kaboré est parti. Il a été obligé de partir avec un coup d'État. Après, Damiba est venu, mais lui aussi, il devait tout faire pour régler la situation ici et maintenant. Malheureusement, il n'a pas pu faire face à la situation. C'est pourquoi récemment, la mort d'une centaine de gendarmes, on n'est pas encore trop d'accord sur le bilan. Certains disent 100 personnes, d'autres disent 40. Mais dans tous les cas, il y a une perte énorme
de victimes, il y a des victimes militaires, il y a aussi des victimes. Et d'ailleurs, même à la suite de cette attaque, il y avait le gouvernement burkinabé de transition qui avait fait une sortie aujourd'hui pour appeler les médias et les journalistes aujourd'hui burkinabés à plus de responsabilités, puisque dénonçant aujourd'hui ce chiffre de centaines de morts qui avait été avancé. Monsieur Nia, il y a un point qui a été soulevé tout à l'heure par Mamgo, c'est le fait aujourd'hui qu'on notait peut-être une certaine incapacité du président de la transition, le lieutenant-colonel Damiba, à régler la situation. Mais est-ce que 8 mois aussi, c'était pas assez court pour pouvoir le juger par rapport à cette question qui, on le sait aussi, est très présente dans cette zone nord du Burkina là? Très bien, alors, court ou pas court, c'est vrai que ça, c'est une question qui est intéressante. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'argument, en tout cas le plus important, que les putschistes avaient utilisé, comme l'a dit Mamgour, pour faire partir le président Kaboré, c'était justement cette question de la sécurité. Et je pense que c'est justement le même argument qui leur a été opposé. C'est vrai, 8 mois, c'est quand même assez petit pour avoir en tout cas des résultats importants sur une question aussi précise. Et surtout que, comme vous l'avez rappelé, le Burkina, en tout cas, l'État a perdu le contrôle sur une grande partie du territoire, donc un peu plus de 40%. Donc c'est quand même important. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose qui a fait partir le lieutenant-colonel Damiba. Il y a la question de la division au sein de l'armée. Je pense que depuis quelque temps, il y a quand même des divisions importantes au sein de l'armée du Faso et qu'il y a aussi un certain nombre de mécontentements, même par rapport, si vous voulez, à la paix de certains soldats au sein de l'armée et aussi par rapport à l'équipement, aux ressources qui sont mises à disposition par rapport à certains combattants. Donc, mais ce problème-là, le docteur Nian, ne date pas d'aujourd'hui. Les mêmes remarques également étaient faites sous le comment dirais-je encore, sous le magistère de Kaboré. Et d'ailleurs, même Kaboré avait demandé aujourd'hui un audit de ces moyens-là qui étaient réservés aux soldats sur le terrain, puisqu'il se faisait savoir que beaucoup aujourd'hui, en tout cas ce qui devait leur arriver aujourd'hui sur le champ de bataille, pour ces soldats qui sont en train de combattre face aux groupes terroristes, ne l'était pas. Donc on a l'impression que toujours on en est à cette case départ-là dans le pays. Absolument, et c'est ça qui me fait un peu peur. Hein. Quand on parle du Burkina, du Tchad tout à l'heure et d'autres pays, on se rend compte qu'en réalité, les problèmes que ces groupes de putschistes prétendent régler sont des problèmes qui ne peuvent pas être réglés même en 1 an, en 2 ans ou en 3 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire qu'il faut aller rapidement vers la restauration, en tout cas, du pouvoir politique, le pouvoir civil, qu'il faut aller vers de nouvelles élections, parce que je suis convaincu que seul un pouvoir civil pourra régler certains de ces problèmes-là. Parce que demain, qu'est-ce qui va se passer? D'ici quelques mois, si on prend garde, un autre groupe peut revenir et puis dire voilà. D'autant plus qu'il y a une certaine division, vous l'avez rappelé tout à l'heure, au sein de l'armée burkinabé. Absolument, absolument. Des hommes qui sont toujours restés fidèles à Damiba. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Il a même demandé une certaine sécurité pour lui et pour ces hommes au sein de l'armée burkinabé qui lui sont restés fidèles. Mamgour, notre idéal commun de départ a été trahi par notre leader, en qui nous avions placé toute notre confiance. Loin de libérer les territoires occupés, les zones jadis paisibles sont passées aussi sous contrôle terroriste. Là, ce sont les propos aujourd'hui du nouvel homme fort du Burkina. Je veux bien sûr parler du capitaine Traoré. Selon vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette expansion rapide aujourd'hui de la menace terroriste au niveau du pays? Au-delà des zones occupées par les groupes terroristes, on a constaté aussi dans des zones qui jadis étaient paisibles, aujourd'hui ont été pris aussi par ces groupes-là. Non, Damiba, justement, il n'avait pas les moyens de sa politique. Comme l'a dit Dr Nia, il faut des moyens conséquents, il faut surtout de la stabilité. Mais on a l'impression que Damiba se cherchait. Bon, l'acte qu'il avait posé en voulant en faisant appel à l'ancien président Compaoré, qui a été accusé d'avoir tué des gens, qui a été même condamné à perpétuité, qui avait refusé de venir répondre à la justice burkinabé. Et d'un coup, on l'appelle avec tous les honneurs au palais. Ça, je pense que c'était symbolique. C'était une illustration éloquente de sa manière de faire. On sentait qu'il y avait un pilotage à vue. D'ailleurs, même plusieurs voix se sont fait entendre. Il y a même les partisans de Kaboré qui ont dit net,
qu'ils ont refusé, qu'ils ont dit que leur mentor, leur leader ne doit pas aller voir Blaise Compaoré. D'ailleurs, il était convié à cette rencontre à laquelle il a refusé. Il n'a pas participé, il a refusé d'y participer. Donc je pense que ça illustre nettement l'état d'esprit de Damiba. Il ne savait pas quoi faire après avoir eu le pouvoir, après avoir chassé Kaboré. Il se cherchait. Au même moment, les groupes terroristes très bien organisés, très bien armés, faisaient la pluie et le beau temps, surtout dans la zone dite des 3 frontières. Donc c'était un peu difficile. Donc pour ça, pour que le terrorisme soit vaincu, il faut un État fort. Et pour qu'un État soit vraiment fort, ce n'est pas une transition. Il faut aller vers des élections avec un président élu, légitime, qui pourrait faire face à ce fléau qu'est le terrorisme. Sinon, on risque de tourner en rond parce qu'il y a des petits intérêts au niveau de l'armée. Il y a des pro-russes, il y a des pro-français. Et nous y viendrons tout à l'heure. Pour rester sur ce point-là que vous êtes en train de développer, déjà officiellement, le capitaine Ibrahim Traoré assure les fonctions de chef de l'État et chef suprême des forces armées nationales du Burkina. Mais c'est juste aujourd'hui transitoire, si je peux l'appeler ainsi, puisque d'autres assises aujourd'hui vont se tenir et c'est à l'issue de ces assises que le président aujourd'hui de la transition sera désigné. Mais selon vous, quelles devront être les urgences? Vous avez fait savoir que la question de la sécurité n'est pas forcément à gérer par une transition. Mais quelles doivent donc être les urgences des autorités de la transition, au Burkina bien sûr? Je pense qu'il faut faire revenir l'espoir, d'abord au sein de l'armée, faire tout pour cesser les divisions, les petites divisions, les petites querelles au sein de l'armée. Ça, il faudrait un leadership très fort pour le faire, parce qu'on sait qu'il y a trop de divisions. Damiba, il est parti, il avait ses hommes. Il y a d'autres factions des camps opposés. Donc il faut tout faire pour que l'armée soit unifiée. Si l'armée est unifiée, après on va procéder à un dialogue sincère. Parce qu'on ne peut pas aussi exclure les hommes politiques. On ne peut pas exclure les partis politiques. On ne peut pas exclure la société civile. Et il y a une société civile très forte au Burkina Faso qui pourrait apporter sa contribution pour que la paix revienne. Donc le colonel le capitaine Ibrahim Traoré a la latitude de faire tout cela. Et probablement, il va être le président de la transition. Bon, on est en train de tourner en rond, mais c'est sûr que c'est lui qui sera le président de la transition. Donc à partir de maintenant, et puis comme je l'ai entendu, bon, il tient un discours raisonnable, comme tous les putschistes, mais on appréciera ce qu'il fait quand il posera des actes, et on espère qu'il posera des actes qui pourraient enrichir le débat, qui pourraient faire de telle sorte que la confiance revienne et que les moyens soient disponibles. Parce que la guerre contre le terrorisme, c'est pas... Et pour la disponibilité des moyens, lors de sa première rencontre avec les secrétaires généraux des différents ministères, puisqu'il a dissous le gouvernement et a demandé aux secrétaires généraux de prendre aujourd'hui la reine de ces ministères-là pour gérer les affaires courantes. Lors de sa première rencontre, il leur a demandé aujourd'hui de faire l'inventaire de tout ce qui est matériel, surtout tout ce qui est matériel roulant, parce que même si c'est en panne, que ce soit inventorié, parce que ça pourrait servir aujourd'hui à l'armée, à ses forces de défense et de sécurité sur le terrain. Il a aussi parlé de lourdeur des procédures et tout cela, mais c'est à lui de gérer ça, parce que c'est lui le président, c'est lui qui est à la tête du pays, même si c'est après un coup d'État. Donc c'est à lui de faire du fast-track, comme on aime le dire ici. Parce que le terrorisme, c'est assez compliqué. Donc il faudrait aussi revoir les relations avec les puissances qui tournent autour du Burkina Faso et autour du Sahel. Jeter de nouvelles bases de coopération pour que les Burkinabés en bénéficient pour faire face au terrorisme. Parce qu'au-delà du terrorisme aussi, il y a la crise économique qui est flagrante. Il y a une crise aiguë
après la Covid-19. Et même une crise alimentaire aussi que traverse une certaine partie de ce pays-là qui est le Burkina. Et docteur Nia, pour ce qui est aujourd'hui de ce groupe aujourd'hui qui gère le pays, à savoir le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, lors d'une déclaration à la télévision nationale, la RTB, l'acte fondamental aujourd'hui, un document appelé acte fondamental aujourd'hui, a désigné le capitaine Traoré comme nouveau président, nouveau chef de l'État aujourd'hui et chef suprême des forces armées. Des assises sont annoncées. La constitution qui avait été suspendue aujourd'hui a été réactivée. Donc l'acte fondamental vient compléter aujourd'hui la constitution actuelle en vigueur, sauf au point aujourd'hui où les deux se contredisent. Et à côté, des assises nationales sont encore annoncées et une nouvelle charte de la transition alors qu'une autre existait. Aujourd'hui, ils n'ont que 2 ans. Est-ce que également cela ne risque pas de retarder davantage la transition dans ce pays-là? Oui, moi je pense sincèrement que malgré toute la bonne volonté du capitaine Traoré, bonne volonté qu'il a même réitérée lors de la visite de la délégation de la CEDEAO cette semaine-ci. Je pense que j'ai entendu le président Issoufou, qui est le médiateur sur cette question, nous dire qu'il était sorti en tout cas confiant de cette réunion. Mais moi je suis beaucoup moins confiant que lui, d'ailleurs, pour la simple et bonne raison que, vous savez, je pense que finalement, il est difficile de croire aux paroles des putschistes. Et je pense que moi, je ne peux plus me permettre de croire aux paroles des putschistes parce que c'est le même modus operandi un peu partout. On a vu ce qui s'est passé au Mali avec le coup d'État dans le coup d'État. Et on est un peu dans le même scénario aujourd'hui au Burkina Faso. On risque de se retrouver, c'est vrai, vous avez dit 2 ans, peut-être un peu moins de 2 ans, juin 2024, je pense, c'est l'échéance. Je me demande si entre, en tout cas aujourd'hui et le moment où nous sommes en train de parler, et juin 2024, je me demande s'ils pourront mettre en œuvre toutes les réformes nécessaires. En tout cas, s'ils le veulent, ils auront la possibilité de le faire. Parce que je pense qu'il est possible, en tout cas, d'aller vers un référendum. Je pense qu'il est possible d'opérer des réformes profondes au niveau des institutions et de mettre en œuvre le processus électoral pour aboutir à des élections en juin 2024. Je pense que ça, c'est tout à fait possible. Mais moi, ce qui me fait douter un peu, c'est, si vous voulez, la volonté. Est-ce que ce groupe aura la volonté d'aller jusqu'au bout? Et même si ce groupe a la volonté d'aller jusqu'au bout, est-ce qu'une partie de l'armée, comme l'a dit tout à l'heure Mambour, l'armée est divisée, est-ce que les autres factions de l'armée les laisseront aller jusqu'au bout? Donc je pense que là aussi, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes. Nous ne pouvons que spéculer. Mais je pense que ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la CEDEAO a un rôle important à jouer. Et je pense que si nous prenons au mot le capitaine Traoré, à la suite de la rencontre avec la délégation de la CEDEAO, la CEDEAO, je pense qu'elle doit vraiment apprendre des différentes limites. Et on reste même sur la CEDEAO. La délégation aujourd'hui de cette CEDEAO-là a été dirigée par Mahamadou Issoufou. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Ils sont déplacés pour aller à Ouagadougou rencontrer aujourd'hui le nouvel homme fort, à savoir le capitaine Traoré. Également aussi le groupe de ceux qui ont facilité aujourd'hui la démission de Damiba, à savoir les autorités religieuses et coutumières. Et ils ont fait savoir aujourd'hui qu'ils sont sortis confiants de cette rencontre aujourd'hui. Déjà, que pensez-vous de la gestion aujourd'hui, au-delà du Burkina, de la gestion des différents coups d'État dans la sous-région en Afrique de l'Ouest par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent que la CEDEAO, en tout cas en ce moment, elle fait ce qu'elle peut. J'étais très critique envers la CEDEAO pour un cas comme celui de la République de Guinée, où j'ai toujours soutenu le fait que la CEDEAO, en tout cas, n'a pas aidé à prévenir cette crise qui était une crise qui était possible. Et la CEDEAO avait tous les instruments pour empêcher que le président Alpha Condé ne fasse un 3e mandat en Guinée. Et elle a fait la sourde oreille. Donc sur cette question-là, je suis très critique envers la CEDEAO. Mais par contre, sur la question des transitions en cours, surtout par exemple le cas du Burkina, le cas actuel, je pense que la CEDEAO fait ce qu'elle peut. C'est-à-dire qu'elle prend des positions de principe, elle mène une certaine forme de médiation, ce sont des États souverains. Et dans le contexte, en tout cas dans lequel nous nous trouvons sur le plan global, je pense qu'il y a un certain regain de sentiments anti-français, anti-ceci, anti-cela. Donc la situation est assez complexe. Et la CEDEAO, en tout cas, est obligée d'aller en fonction de
ses atouts et de ce qui est possible. Souvent, on donne beaucoup trop de pouvoir à la CEDEAO. Mais je pense qu'en fonction, en tout cas, des pouvoirs qui sont à sa disposition en ce moment, la CEDEAO est en train de poser les jalons qu'il faut. Mais par contre, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra que la CEDEAO revoie quelque part certaines de ses méthodes. Par exemple, les sanctions. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que même si les sanctions, en tout cas, souvent peuvent mettre la pression sur les dirigeants, les sanctions ont un effet négatif, beaucoup plus sur les citoyens. Et on a comme l'impression qu'ils ont fini par comprendre cela dans la mesure où au Mali, les premières sanctions qu'il y avait eues ont beaucoup plus frappé les populations qu'aujourd'hui, ce qui était responsable aujourd'hui de ce coup d'État-là. Mais de plus en plus, on a vu que les nouvelles sanctions à l'encontre des autres autorités de transition sont plus des sanctions ciblées et de façon progressive pour des autorités militaires de cette transition et d'autres autorités civiles également, membres des gouvernements de transition. Donc ils sont en train, au fur et à mesure également, de réadapter leur stratégie par rapport aux situations qui se présentent à elles, bien sûr la CEDEAO. Mame Gor, avant de démissionner de son poste de président de la transition, le lieutenant-colonel Damiba a posé 7 conditions à son successeur qui ont été toutes acceptées par ce dernier, le capitaine Traoré, des conditions parmi lesquelles on peut citer le respect des engagements vis-à-vis de la CEDEAO, à savoir les 2 ans de transition et tout ce qui va également avec, ainsi que qu'on lui assure aussi sa sécurité et la sécurité également des militaires aujourd'hui qui lui sont restés fidèles, d'où cette division qu'on évoque depuis tout à l'heure, mais aussi la poursuite des actions aujourd'hui sur le terrain pour enrayer aujourd'hui cette menace terroriste. Autant de chantiers aujourd'hui à relever par les nouvelles autorités de transition dans le pays. C'est tout à l'honneur du capitaine Ibrahim Traoré quand il accepte ces 7. Bon, lui, il dit que ce ne sont pas des exigences, quoi. Mais c'est juste des propositions. Bon, il y a une nuance. Mais c'est bien qu'il accepte. Mais au-delà de l'acceptation, est-ce que sur le terrain, ce qui va se faire? Je pense que les gens attendent ça des nouvelles autorités. C'est sûr qu'il est clair qu'il y a une division au sein de l'armée burkinabé. Une division réelle. Il y a même des pro-Compaoré. Ça, c'est évident. Donc, on saura sa capacité il montrera sa capacité, son leadership au fil des temps quand il va être confronté à la réalité du terrain. Parce que c'est bien de s'opposer, c'est bien de critiquer, mais face au terrain, à la réalité du terrain, à la réalité du pouvoir, on se rend compte que ce n'est pas tellement évident. Et au-delà de ça, ce n'est pas linéaire. Et au-delà de sa personne, Mame Gor, on a vu qu'aujourd'hui, la situation était assez confuse également après le coup d'État, d'autant plus que le capitaine Traoré, certes, avait réussi son coup d'État à prendre la possession aujourd'hui des ministères et également de la télévision nationale, mais son prédécesseur n'était pas pris. Damiba était toujours libre et à un certain moment même, il y avait des publications sur la page officielle de la présidence qui démentaient aujourd'hui le coup d'État et qui appelaient aujourd'hui Traoré et ses hommes à la raison. À la suite, il y a eu une médiation aujourd'hui des autorités religieuses et coutumières du Burkina qui ont réussi aujourd'hui à faire accepter à Damiba la situation et à présenter sa démission. Déjà, quel regard portez-vous sur ce rôle joué par la société civile burkinabé à travers les autorités religieuses et coutumières du pays? Oui, c'est ce qu'on attend d'une société civile quand il y a problème, quand il y a des risques réels de confrontation. C'est quoi qu'on dise, Damiba a ses hommes dans l'armée et le capitaine Traoré est surveillé en quelque sorte. Lui aussi, il a intérêt à surveiller ses arrières parce qu'un autre coup peut survenir de n'importe où. Ce qui a un peu fragilisé le Damiba, c'est qu'il a été trop fébrile par rapport à la prise de certaines décisions. C'est qu'il est devenu, en 8 mois, il est devenu tellement impopulaire que n'importe quel soldat pouvait venir le renverser. Je pense qu'il était obligé de partir. Il était dans tous les cas obligé de partir. Bon, s'il ne partait pas, peut-être on allait assister à une confrontation sanglante et ce serait encore beaucoup plus grave pour lui.
Donc il était obligé de partir. Un départ qui a été facilité aussi par un autre État, à savoir le Togo, avec le président Faure Gnassingbé Eyadema qui a accepté aussi de le recevoir dans son pays. Qui joue un grand rôle là-bas. Bon, pour paradoxal que cela puisse être, il joue un grand rôle. Même au Mali, il joue... Ils sont les médiateurs entre la Côte d'Ivoire et le Mali pour la question des soldats ivoiriens. Oui, c'est ça. Il joue un grand rôle là-bas. Bon, peut-être ce rôle qu'aurait pu jouer le président sénégalais, pourquoi pas. Bon, je trouve un peu bizarre. Même la délégation de la CEDEAO, il n'y avait pas le président sénégalais au Burkina Faso, de même qu'au Mali. Je pense que juste un dernier point avant la fin de cette émission, docteur Niang. Je cite une autre phrase également du nouvel homme fort du Burkina, à savoir le capitaine Traoré. Je sais que la France ne peut pas s'immiscer directement dans nos affaires, puisque beaucoup accusaient la France aujourd'hui de s'immiscer dans les affaires burkinabées, a déclaré le capitaine Traoré face aux secrétaires généraux des différents ministères, avant d'ajouter aujourd'hui qu'ils ont également les Américains comme partenaires et ils sont en train d'étudier la possibilité aujourd'hui d'aller vers les Russes aussi comme partenaires dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Autant pour moi se posent également d'autres questions. C'est le cas au Tchad où aujourd'hui les conclusions issues des dialogues national inclusif et souverain font débat dans le pays. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief. Docteur Ibrahima Hamidou Niang, déjà, quelle lecture faites-vous aujourd'hui des conclusions qui sont issues du dialogue national au Tchad, un dialogue dit inclusif et souverain également? Alors moi, je fais la même lecture qu'une bonne partie, en tout cas, de l'opposition au Tchad et de la société civile. C'est que, en réalité, c'est du temps perdu, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Parce que ce processus a été ouvert depuis le 20 août. Et on pensait en réalité que le processus allait être inclusif. Mais depuis le départ, à la suite de la signature de l'accord de paix de Doha, on s'est rendu compte que l'UFR et le FAT de Mohamed Mahdi Ali, qui est par ailleurs indexé comme étant responsable de la mort de Driss Déby Itno, ces deux franges importantes des groupes politico-militaires n'ont pas pris part aux assises. Et d'ailleurs, l'argument qu'ils avaient avancé à l'époque, à l'issue des discussions à Doha, c'était qu'aujourd'hui, les conditions n'étaient pas réunies pour l'inclusivité et le caractère souverain également de ce dialogue-là. Absolument. Et il avait même dit qu'on ne peut pas organiser un dialogue sérieux en l'espace d'un mois. Et je pense que c'est ce qu'il avait dit textuellement. Donc je pense qu'en réalité, les conditions étaient réunies pour légitimer en fait une prolongation de Mohamed Idriss Déby Itno à la tête de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on avait une transition. On se rappelle, en avril 2021, on avait parlé, l'Union africaine avait été ferme, les partenaires avaient été fermes et ils avaient pris un engagement de conduire une transition de 18 mois qui allait déboucher sur des élections. 18 mois renouvelables une fois, je le rappelle. Donc, depuis octobre 2022, il restait 18 mois aujourd'hui pour cette transition-là. Absolument. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une situation, en tout cas, qui est un peu confuse parce que il faut le rappeler, la plupart des participants au débat, au dialogue en tout cas, pensaient que les conclusions du débat allaient être discutées en plénière. Mais qu'est-ce qui s'est passé de façon assez unilatérale? En tout cas, ceux qui présidaient le débat ont, si vous voulez, un peu donné les conclusions. Et la plupart des personnes, et moi y compris, étions vraiment en fait, un peu déçus, si vous voulez, de la conclusion. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où Mohamed Idriss Déby, aujourd'hui, est reconduit. Mais non seulement il sera président par intérim pendant une période de la transition, pendant une période de 2 ans encore. Au lieu de 18 mois initialement. Au lieu de 18 mois initialement. Deuxièmement, ses pouvoirs aujourd'hui sont renforcés. Il y a presque plus de contre-pouvoir, si vous voulez, en réalité. Et troisièmement, comme je l'ai dit, ce dialogue a laissé de côté une certaine partie. Non seulement j'ai parlé de l'UFR et du FACT, mais il y a en tout cas des groupes, d'autres groupes politico-militaires et d'autres groupes de la société civile qui se sont retirés même quelques jours avant le débat.
C'est le cas aujourd'hui de l'association des évêques tchadiens et également le principal opposant au régime tchadien, à savoir Success Masra, qui a également lui aussi boycotté ce dialogue-là national, puisque dénonçant aussi depuis le début le caractère non inclusif, ce qu'il appelait en tout cas le caractère non inclusif et souverain de ce dialogue-là. Mais Mame Gor, que faire aujourd'hui de l'engagement de Mahamat? Depuis le début de cette transition, il s'était engagé aujourd'hui à mener cette transition à son terme, à savoir 18 mois renouvelables, et à ne pas se présenter à l'issue de la transition. Aujourd'hui, les conclusions disent tout le contraire. Que faire aujourd'hui de son engagement, que ce soit devant les Tchadiens et devant l'Union africaine et les partenaires internationaux? Non, nous disions tout à l'heure qu'il est le putschiste le plus heureux, le plus cajolé en Afrique présentement. C'est quelqu'un qui est venu au pouvoir après la mort de son père au front, qui a été adoubé par la France et par l'Union africaine en quelque sorte. Il prend des engagements devant tout le monde et il ne va pas respecter ces engagements. Mieux, on organise un dialogue qui n'est inclusif que de nom, quoi qu'on dise, parce qu'il y a une frange importante des Tchadiens, des structures, des organisations comme les organisations politico-militaires, la société civile et les partis politiques qui ne participent pas à ce dialogue. Les autres ont boycotté. Donc, comment faire pour qu'ils respectent ces engagements? Il faut des mesures coercitives. Les mesures coercitives, qui doit les prendre, c'est l'Union africaine. C'est en quelque sorte la France qui est très présente là-bas, mais on a l'impression qu'il y a, c'est ça, deux poids, deux mesures. L'Union africaine avait clairement dit qu'il y aura une transition de 18 mois. Et à la suite de cette transition, les membres de la transition, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, ne peuvent pas participer aux élections. Mais on a foulé au pied tout cela. Maintenant, il aura encore 2 ans et il aura la latitude de participer à l'élection présidentielle. Et c'est sûr et certain qu'il va remporter ces élections. Donc, que faire? On risque d'assister à une nouvelle confrontation, à des groupes de rebelles qui vont se radicaliser, à une opposition qui va occuper la rue, mais qui sera brimée. La justice par rapport à ces décisions-là, Mame Gor, des partenaires internationaux du Tchad comme le Canada, l'Union européenne et d'autres pays étrangers également ont manifesté leur inquiétude à l'issue aujourd'hui de ces conclusions-là, appelant aujourd'hui les autorités tchadiennes de transition, à savoir le CMT, le Conseil militaire de transition, aujourd'hui à œuvrer pour la réconciliation nationale dans le pays et aussi pour une réconciliation durable également. Mais aujourd'hui, avec ces conclusions-là, est-ce qu'ils peuvent aboutir aujourd'hui à cette réconciliation et à ce retour de l'unité dans le pays, une réconciliation qui soit aussi durable? Non, c'est très peu probable si l'on sait qu'eux, ils pensent que c'est un dialogue inclusif et qu'il y a des conclusions et qu'ils vont tout faire pour respecter ces conclusions. C'est le principe qui est déjà violé. Donc, à leurs yeux, la communauté internationale ne peut pas se substituer au dialogue inclusif, dit inclusif. Donc, ils sont dans leur logique. Hein. Leur logique, c'est de faire 2 ans, de se présenter à la prochaine présidentielle. Donc, on assiste à un raidissement des positions de part et d'autre. Il y a une opposition là, il y a la société civile, et il y a un homme et ces hommes qui ont une armée derrière eux et qui vont tout faire pour régner comme avait régné Idriss Déby. Je pense que c'est la même logique. Ici, on peut assister à la fermeté de l'Union africaine. Docteur. Mais est-ce que cette fermeté sera facile, Mame Gor, si l'on sait que souvent également, selon l'organisation de l'Union africaine et des organisations également, des communautés économiques régionales, il y a souvent déjà ce respect de la subsidiarité entre ces communautés économiques régionales et l'organisation continentale. Il y a également un autre problème également qui constitue souvent un frein pour l'Union africaine, c'est la question de la souveraineté des États. Puisque quoi qu'on dise, c'est un dialogue qui a été organisé, un dialogue
également qui, depuis le début, l'Union africaine, les partenaires internationaux avaient tous des représentants là aussi à ce dialogue-là. Donc, est-ce que cela ne risque pas d'être autant de points d'achoppement ou bien autant de freins, c'est-à-dire la question de la subsidiarité entre les communautés économiques régionales et l'Union africaine, mais également par rapport à la question de la souveraineté des États comme le Tchad? Mais ils sont obligés. L'Union africaine, c'est une question de principe. On ne peut pas condamner ce qui se passe au Mali, on ne peut pas condamner ce qui se passe au Burkinabé, on ne peut pas avoir des exigences là-bas et rester croisé face à ce qui se passe, à la situation dramatique qui se passe au Tchad. Ça, ce n'est pas bien vu. Donc, l'Union africaine doit être ferme pour que la transition de 18 mois soit respectée, ou au moins pour que ceux qui sont au pouvoir actuellement, les autorités de la transition, ne puissent pas se présenter à des élections. Ça, c'est la va de soi. Si l'Union africaine laisse faire, donc je pense qu'elle aurait vraiment failli à sa mission. Donc il faut au moins enclencher un autre dialogue, essayer de réunir les Tchadiens, essayer d'appeler ceux qui avaient boycotté le dialogue, et à juste raison. Parce qu'il y a Doha, il y a aussi ce qui se passe au Tchad avec ce dialogue dit inclusif. Il y a les franges importantes de la société civile, comme les évêques et autres. Ces gens-là doivent participer au dialogue. Et pour qu'ils puissent participer au dialogue, il faut des termes clairs, il faut une visibilité. Des termes de référence clairs et également un caractère inclusif et souverain de ce dialogue. Mais les conclusions aussi ne se limitent pas seulement à la prolongation de la transition, également aussi à ce qui relève de permettre à Mahamat Idriss Déby de se représenter. Il y a également d'autres conclusions aujourd'hui à l'issue de ce dialogue. Il y a aujourd'hui des conclusions qui ont permis aujourd'hui l'adoption du rapport sur la réforme même de l'État tchadien et des réformes. Parmi eux, on peut citer aujourd'hui l'autorisation des candidatures indépendantes désormais au Tchad. Donc tout Tchadien qui remplit les conditions fixées aujourd'hui par la loi peut être électeur et éligible. Est-ce que cela aussi ne pourrait pas être considéré comme une avancée, M. Nia, par rapport aujourd'hui à l'histoire même politique de ce pays-là? Oui, vous savez, on peut... moi, je ne parlerai pas d'avancée réellement parce que... Mais je dirais peut-être que ce sont de bonnes choses, ce sont de bonnes dispositions qui ont été prises. Mais pour moi, le problème, ce sera l'applicabilité. Parce que dans le contexte que l'on connaît au Tchad, si vous voulez, il sera très difficile d'appliquer ces mesures avec, en tout cas, une certaine distance. Parce qu'il y a beaucoup de préalables. Tout à l'heure, Mambo l'a bien expliqué. Je pense que le contexte, en tout cas, du pays est un contexte qui est assez difficile. Je reviens un peu à la mise en œuvre de l'accord de Doha. Et moi, je pense que la mise en œuvre de l'accord de Doha, si vous voulez, est extrêmement importante pour la suite. C'est-à-dire qu'il y a des questions fondamentales. La première question, pour moi, bien entendu, la question de DDR, effectivement, la réintégration de certains anciens combattants, de certains groupes rebelles. La restitution, si vous voulez, des biens de certains groupes rebelles. Je pense que l'une des images positives, en tout cas pour moi, dans le cadre de ce dialogue, c'était de voir certains groupes politico-militaires, certains rebelles, qui depuis 20 ans ou 30 ans n'étaient pas entrés à N'Djamena, ont pu être présents aujourd'hui. Même si, comme on l'a rappelé, les franges les plus importantes de ces groupes n'étaient pas là. Mais en tout cas, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il faut donc ouvrir, s'assurer en tout cas que ces groupes-là prennent part aux discussions, que les termes de référence, comme vous l'avez si bien dit, sont clairs pour un dialogue inclusif et qu'aussi l'Union africaine prenne ses responsabilités. C'est vrai que le Conseil de paix et de sécurité a fait une déclaration importante sur les principes pour un peu dénoncer cette tentative, en tout cas, de s'aborder les principes, parce qu'il a été, en tout cas, décidé, on avait insisté sur le fait que le président Mahamat Idriss Déby ne devait pas se présenté après les 2 ans. Et d'ailleurs, ils ont rappelé dans leur note aujourd'hui que les 18 mois, c'est-à-dire initialement retenus, doivent être respectés et aucun membre de cette transition, Mahamat Idriss Déby y compris, ne doivent participer aujourd'hui à des élections à l'issue de cette transition-là. Mais autre chose également, M. Nia, on ne sent pas trop la CEMAC aujourd'hui, dans le cadre de la subsidiarité aujourd'hui, entre l'organisation continentale qui est l'UA et aujourd'hui les organisations sous-régionales ou bien les communautés économiques régionales, on ne sent pas trop également la CEMAC
comme c'est le cas aujourd'hui, lors de situations pareilles au niveau de la région ouest de l'Afrique? Absolument. C'est-à-dire que le processus, en tout cas d'intégration tel qu'il est en Afrique centrale, n'est pas aussi avancé qu'au niveau de la CEDEAO. Je pense que la CEMAC fait face à d'énormes défis. Et la CEMAC est en train d'essayer, en tout cas, si vous voulez, d'abord de trouver un certain cadre unitaire pour pouvoir avancer, mais c'est très très difficile. Avec les différents problèmes qu'on connaît, il y a d'abord des problèmes d'ego entre différents chefs d'État, mais il y a aussi d'autres problèmes politiques qui sont beaucoup plus profonds. Donc les dynamiques sont très différentes avec la CEDEAO, comparé à ce que nous avons avec la CEDEAO. Donc dans ce cas précis, je pense que l'Union africaine est l'institution, en tout cas, qui est la mieux placée pour jouer et le rôle de l'Union africaine, mais aussi le rôle que la CEDEAO aurait joué en Afrique de l'Ouest. Donc d'où, en tout cas, l'importance de les interpeller sur leurs responsabilités historiques. Et moi, je pense que ce qui est aussi important, et je vais terminer sur ce point, c'est le fait de... Je pense qu'il est important d'avoir un dialogue franc. C'est-à-dire, nous savons tous que, tout à l'heure, mon collègue l'a rappelé ici, qu'en réalité, au bout de ces 24 mois, c'est Mahamat Idriss Déby Itno qui sera président, s'il n'y a pas de grande surprise en réalité. Pourquoi? Parce qu'on nous dira toujours que le Tchad, sur le plan géostratégique, c'est un pays qui a certaines spécificités, qu'il est extrêmement important aujourd'hui pour la stabilité de la région, d'avoir un homme fort, etc. Mais je pense que si on utilise cet argument, cela va nous causer énormément de problèmes après au Mali. Et ça a été également l'argument avancé aujourd'hui par beaucoup aujourd'hui de ceux qui dirigent des transitions en Afrique de l'Ouest. Ils ont aussi mis en avant cette question sécuritaire. On reste avec les conclusions. Mis à part aujourd'hui la question concernant Mahamat et le CMT ou la prolongation, mis à part aussi le fait que les candidatures indépendantes désormais seront autorisées dans les conditions prévues par la loi, il y a également l'État aussi qui a été refondé, si je peux l'appeler ainsi, et ce sont maintenant 9 grandes institutions que sont la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, la Haute Cour de justice, le médiateur national, la AMA ou Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, la CNDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme au Tchad, le Haut Conseil des chefs traditionnels et la Cour de justice militaire. Que pensez-vous déjà de cette nouvelle architecture institutionnelle instaurée ou bien décidée à l'issue aujourd'hui de ce dialogue national? Je pense que c'est une architecture institutionnelle qui est très intéressante pour qui connaît l'histoire du Tchad. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéressera d'abord, c'est de voir, si vous voulez, en tout cas, la composition de ces institutions, comment ces institutions vont fonctionner. Parce que même si nous avons de bonnes institutions, en tout cas sur le plan architectural au Tchad, il sera extrêmement difficile que ces institutions-là soient, en tout cas, respectées par les citoyens, par une frange de la population, si elles se sentent exclues. Parce que depuis le départ, il faut le rappeler, il y a énormément, une grande frange de la population, que ce soit les groupes politico-militaires ou les organisations de la société civile, se sentent un peu exclus de ce processus. Donc j'ai bien peur que demain, ces institutions, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des institutions qui, selon moi, sont pertinentes par rapport au Tchad, que ces institutions soient remises en question par ces groupes. Et une dernière chose, la question qui a été soulevée, bien entendu, dans les conclusions aussi, c'était la nature même de l'État. Est-ce qu'on veut d'un État fédéral? Est-ce qu'on veut d'un autre type d'État? Et je pense que ça, ce sont des questions que seul si vous voulez, un travail sérieux pourra en tout cas... Et aussi un gouvernement civil plutôt qu'une transition. Et Mamgour, depuis tout à l'heure, nous interpellons beaucoup aujourd'hui l'Union africaine. L'Union africaine, une organisation qui a aussi rappelé aujourd'hui le principe ou bien la nécessité pour le CMT, le Conseil militaire de transition au Tchad, de respecter ce qui a été retenu initialement par la charte de la transition, à savoir le respect aujourd'hui de ces 18 mois et également qu'aucun des membres aujourd'hui de cette transition ne participe à l'élection. Mais aujourd'hui, au-delà des questions de principe, au-delà aujourd'hui de ce rappel de principe, quelle doit être la posture aujourd'hui de l'UA pour ramener aujourd'hui les autorités de transition ou les amener plutôt à respecter aujourd'hui ce qui a été initialement retenu, mis à part aujourd'hui cette question des conclusions issues des assises nationales? Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut de la fermeté. Il faut de la fermeté. Au-delà de l'Union africaine, il y a l'Union européenne, il y a tous les partenaires qui doivent être fermes par rapport à ce qui se passe. Parce qu'on a beau créer des institutions, nous, en Afrique, on n'a pas de problème d'institutions. On n'a pas de problème de textes. Souvent, c'est des textes bien écrits. Le problème, c'est souvent les hommes qui incarnent ces institutions, surtout. Quand on est obligé,
comme au Bénin, de mettre à vie dans une constitution pour que les gens ne puissent pas la violer. Ça, je pense que c'est une question de bonne foi. Si ceux qui sont à la tête de nos pays sont de bonne foi et ne sont préoccupés que par le développement des États, je pense que ça ne poserait pas de problème. Donc, ils ont beau mettre sur place des institutions, comme partout ailleurs, même dans les monarchies, il y a de bons textes, mais si ceux qui incarnent les institutions ne sont pas de bonne foi, ou bien ne cherchent qu'à pérenniser leur pouvoir, ça pose problème. Malheureusement, c'est ce à quoi on assiste en Afrique, des gens qui veulent rester ad vitam aeternam au pouvoir, des gens qui veulent s'imposer et qui foulent aux pieds les principes les plus élémentaires. Et même dans cette situation-là, est-ce qu'elle ne donne pas raison également aux FACT et aux autres groupes politico-militaires qui ont boycotté, ainsi qu'aux principaux opposants et à certaines organisations de la société civile l'issue du dialogue? Est-ce que ça ne leur donne pas raison d'avoir boycotté aussi ce dialogue national dit inclusif et souverain? Il donne cette situation donne raison aux FACT et aux groupes rebelles. Parce qu'il faut qu'on se départisse de cette illusion qui voudrait que c'est seule une armée qui pourrait régler la situation dans certains pays. Mais nous ne sommes pas des pays spécifiques. On doit pouvoir élire des hommes qui vont s'occuper de nos problèmes. Idriss Déby est là, il est parti, on met son fils. Avec toute une armée, la famille, vraiment une patrimonialisation de l'État extraordinaire. Pourquoi ne pas se départir de ça? Si on refuse de secouer le cocotier, bon, dans 10 ans, on va être confronté à la même situation. Donc il faut que les choses cessent. La jeunesse africaine, quand vous voyez tous ceux qui sont autour de Success Masseret, des gens qui veulent une rupture, des gens qui insultent à la limite la France. Parce que pour eux, c'est la France qui est derrière, même si souvent ils le disent à tort. Mais tout cela montre qu'il y a une volonté de changement, cette jeunesse bouillonnante. Mais cette volonté de changement, cette immense force inemployée. Cette volonté de changement, certes, vous avez raison, elle est notée un peu partout sur le continent africain, mais pour que cela aboutisse aussi à terme, il faudrait au moins aussi des institutions fortes aujourd'hui qui puissent mener à ce changement-là. Mais à chaque fois-ci aussi, il y a des hommes qui peuvent réorganiser ou manipuler ces institutions à leur guise. Ça pose un autre problème. On reste aujourd'hui avec le FACT, puisque la situation au Tchad sous feu Idriss Déby Itno, certaines décisions prises aussi, avait abouti à ce que des groupes politico-militaires prennent les armes et se rebellent contre le pouvoir de N'Djamena. Parmi ces groupes-là, le FACT aujourd'hui, dont ses membres menacent Dr Nia de reprendre les armes. Selon eux, ce verdict n'est pas une surprise, car Déby fils a visiblement travaillé à ce que le dialogue national délibère en sa faveur. Déjà, que pensez-vous de cette attitude du FACT avec les menaces aujourd'hui de reprendre les armes, surtout au vu de la situation dans le pays? Alors moi je pense que sincèrement la situation elle est très complexe et le FACT en réalité est un groupe politico-militaire qui, comme vous l'avez si bien rappelé, a joué un rôle assez important en tout cas dans l'histoire récente et beaucoup d'analystes en tout cas leur reprochent même, si on peut le dire ainsi, le décès du président Idriss Déby Itno. Mohamed Mahdi Ali, je pense, a été assez clair sur certains points, sur le fait qu'il remet en cause, en tout cas, le processus qui a permis d'arriver au dialogue récent, qu'il n'a pas trouvé inclusif. Il n'est pas signataire de l'accord de paix de Doha. Et donc, je pense qu'ils sont dans la posture, en tout cas, rien ne me surprend du FACT, parce que c'est un groupe qui, en tout cas, qui est habitué des faits. Et un groupe qui, peut-être, à la lumière de ce que nous venons de décrire un peu plus tôt, en voyant les différentes limites du processus, s'est dit, écoutez, nous avons peut-être beaucoup plus à gagner en retournant dans la rébellion. Parce que je rappelle que l'un des points importants dans la mise en œuvre de l'accord de Doha, c'est la question de l'amnistie. Et je pense que certains groupes rebelles aujourd'hui ont peur
qu'en concentrant autant de pouvoir entre les mains de Déby fils, qu'il puisse en tout cas se lever et dire finalement j'amnistie tel groupe, je n'amnistie pas tel groupe, etc. Et face à cette situation-là, docteur Nia, est-ce qu'aujourd'hui, la solution pourrait être de retourner aujourd'hui à la constitution tchadienne de 1996? Puisque, je le rappelle, certains de ces groupes politico-militaires aujourd'hui avaient décidé de prendre les armes contre Déby, quand aujourd'hui, Feu Idriss Déby Itno avait fait sauter la question de la limitation des mandats. Est-ce qu'un retour aujourd'hui de la constitution de 1996 pourrait constituer une solution? Je pense que ça ferait partie, en tout cas, des pistes de solution. Parce que, et je pense que certains l'ont même rappelé aujourd'hui en disant que si le Tchad aujourd'hui doit avoir une nouvelle constitution, en tout cas une constitution qui permet de régler un certain nombre de problèmes politiques, cette constitution devrait s'inspirer en tout cas de celle dont vous avez parlé, la constitution de 1996. Et je voudrais juste insister sur le point que la limitation des mandats, comme on le voit, et si vous voulez, pour moi en tout cas, la cause des plus graves problèmes politiques que nous connaissons dans notre sous-région aujourd'hui. Et il est extrêmement important parce que souvent, on ne voit pas, si vous voulez, comment dire, la cause initiale. On voit souvent les effets 15, 20 ans après. On a parlé du Burkina plus tôt, mais d'où sont partis les problèmes du Burkina Faso? Depuis Blaise Compaoré. C'est le même cas aussi pour la Guinée aujourd'hui, avec Alpha Condé qui a fait également un troisième mandat ou bien une troisième candidature qui a abouti à son élection. Aujourd'hui, quelle solution aujourd'hui face à cette situation-là? C'est-à-dire la plupart des conflits ou bien des problèmes sur le continent Mamgor sont intrinsèquement liés également avec cette question des mandats ou bien de limitation des mandats. Aujourd'hui, quelle solution durable par rapport à cette question des mandats? Je pense qu'il faut juste du sérieux et une volonté politique. Parce que la question du troisième mandat, de la troisième candidature, ne devait même pas se poser dans des États sérieux. Ça ne se pose pas en France, ça ne se pose pas aux États-Unis, ça ne se pose pas ailleurs. Parce que les gens sont sérieux, c'est ça. Si tu fais au terme de 2 mandats, tu laisses la place à un autre. Cela devait se passer comme ça. Laisser la place à un autre organiser des élections. C'est également ce qui est attendu aujourd'hui du Conseil militaire de transition au Tchad, dirigé par Mahamat Idriss Déby. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Nous recevions M. Mamgor Ngom, un confrère. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci d'avoir. Merci également à M. Ibrahima Hamidou Nia, docteur en sciences politiques. Vous êtes toujours aussi disponible pour répondre à l'invitation du débrief. Merci également d'être là une nouvelle fois. Merci Daouda, c'était un plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.